La théorie de l'évolution, religion des athées. Est-il compatible avec la bonne science d'accepter une mauvaise théorie? Qu'est-ce que la science? La vraie science, par sa définition, peut être observée, démontrée et répétée. Voici une déclaration faite par un des leaders de la théorie de l'évolution. Il est inhérent à toute définition des sciences que les déclarations qui ne peuvent pas être vérifiées par l'observation ne sont rien du tout. En tout cas, elles ne sont pas scientifiques. Il ferait bien d'appliquer ces mêmes principes à sa propre théorie de l'évolution. Car il n'y a rien qui a été observé. Ce sont tout des suppositions. Aujourd'hui, on accepte la théorie de l'évolution comme un fait scientifique. Les livres de biologie et d'histoire en parlent comme si c'était quelque chose d'évident, et pourtant, jusqu'à présent, aucune preuve scientifique n'est venue à l'appui de cette théorie. Au fur et à mesure que le temps passe, de nouvelles théories s'ajoutent pour pallier au manque de cohérence des explications données. On nous disait autrefois que l'évolution a été tellement lente que l'on ne pouvait trouver des exemples pour le prouver. Maintenant, il nous est dit qu'elle a été tellement rapide qu'aucune évidence fossile ne pourra être trouvée non plus. Voici la recette de l'évolution. Des produits chimiques inconnus, dans un passé lointain, par des processus inconnus, qui n'existaient plus aujourd'hui, produisirent des formes de vie inconnues qui ne peuvent plus être trouvées, mais qui, par des méthodes de reproduction inconnues, créèrent une nouvelle vie dans une soupe océanique complexe inconnue et dans un endroit et un temps inconnus. Il est difficile pour une femme de composer une recette avec de tels ingrédients. Voyons maintenant les grands mensonges ou les grandes supercheries de l'évolution. Mensonge numéro 1. Le Big Bang, origine de l'univers. Au commencement, il y eut un Big Bang. C'est ainsi que la Bible des évolutionnistes commence le récit des origines de l'univers. Élaboré dans les années 1940 par George Gamow, selon le modèle du Big Bang, une explosion initiale survenue il y a une quinzaine de milliards d'années, dans un univers alors extrêmement dense et chaud, est à l'origine de l'expansion et de la structure de l'univers tel qu'il est observé aujourd'hui. Mais, posez-vous la question, une explosion peut-elle produire de l'ordre? L'énergie seule peut-elle produire de l'ordre? Pouvez-vous croire qu'il y a 15 milliards d'années, tout l'univers potentiel se trouvait comprimé dans un petit point pas plus grand qu'un proton? Que quand le proton explosa, toute la matière qui compose l'univers commença à se mettre en place, créant 40 milliards de galaxies, avec chacune contenant plus de 100 millions d'étoiles? Si une telle explication, au lieu de venir de l'Institut des technologies de Massachusetts, se trouvait dans la Bible, les scientifiques s'en moqueraient ouvertement en la cataloguant d'absurde. Le Big Bang est présumé avoir créé seulement de l'hydrogène et de l'hélium, seulement 2 des 92 éléments qui composent la croûte terrestre. Le Big Bang est un Big Dad. Le Grand Bang est un grand nul. Mensonge numéro 2. Le temps, facteur magique. Avec le temps, tout ce qui est ridicule devient acceptable. Dans les comptines des enfants, un bisou de la princesse transforma la grenouille en prince en un instant. Bien sûr, cela nous fait rire, mais l'évolution nous propose qu'avec des millions d'années, la grenouille devint un homme. Le temps est le facteur magique de la potion. Nos ancêtres étaient une simple soupe primitive. Mensonge numéro 3. Le système solaire a des milliards d'années. Si le Soleil avait 4,5 milliards d'années, comme disent les évolutionnistes, au rythme actuel de fusion, il aurait eu une taille si grande qu'il aurait touché la Terre il y a 30 millions d'années. Il y a 25 000 années seulement, le Soleil aurait eu sa taille double, donc la vie sur la Terre n'aurait pas été possible. Le Soleil étant une masse en fusion,
sa taille diminue d'une façon régulière et constante. Le diamètre du Soleil diminue approximativement de 1% par siècle. On nous fait croire que la Terre est vieille des milliards d'années. Comment les scientifiques mesurent-ils le temps? Imaginez-vous échouer sur une île déserte, sans aucun moyen pour mesurer le temps. Vous connaissez votre date d'arrivée, mais rien de plus. Comment feriez-vous pour savoir combien de temps vous avez passé sur cette île? Très simple, direz-vous. Je compterai simplement le nombre de couchers de soleil et cela m'indiquerait le nombre de jours que j'aurais passé sur cette île. Et vous auriez raison. En parcourant votre île, vous tombez sur un vieux coffre au trésor à moitié enfoui dans le sable. N'ayant rien d'autre à faire pour commencer à l'étudier, pour déterminer depuis combien de temps il est enterré sur cette île. Par une observation longue et minutieuse, vous remarquez que chaque jour de la marée haute retire exactement 1 millimètre de sable autour du coffre. Connaissant ces faits, vous mesurez la hauteur dégagée et vous calculez simplement le nombre de marées, et donc des jours qui se sont écoulés depuis que le coffre a été enfoui dans le sable. Sans le savoir, vous avez appliqué au cours de votre étude le principe d'uniformité. Ce principe a été formulé pour la première fois par le géologue écossais James Hutton en 1785. Il affirme que le présent est la clé du passé. D'après ces principes, si on leur accorde le temps nécessaire, le processus actuellement à l'œuvre pourrait expliquer tous les faits géologiques sur notre planète. Exalté par le succès remporté dans le calcul du temps pendant lequel le vieux coffre est resté enterré dans le sable, vous continuez à marcher sur la plage à la recherche d'autres problèmes. Tout va bien jusqu'à ce qu'un cyclone commence à souffler et bouleverse votre terrain de recherche. Au moins de 24 heures, la tempête découvre 3 autres coffres à côté de celui que vous aviez commencé à étudier. Qu'y avait-il d'erroné dans votre méthode d'étude? Rien, simplement elle était basée sur des suppositions. Eh bien, pour déterminer l'âge de la Terre, on a proposé et étudié plusieurs modèles très élaborés, reposant sur des principes d'uniformité. On a étudié en détail des modèles fondés sur la vitesse d'érosion et de sédimentation. D'autres études détaillées prennent en compte la vitesse de refroidissement de la Terre, la vitesse de formation de la salinité des océans, la vitesse de production des projections volcaniques et la vitesse de croissance démographique de la population humaine. Aucune de ces méthodes n'a donné de résultats fiables, car elles sont toutes basées sur des suppositions. Même les méthodes de datation radiométrique sont toutes basées sur des suppositions, peu fiables et pleines d'erreurs. Que ce soit le carbone 14, le potassium-argon, le rubidium ou l'uranium, plomb, elles sont toutes basées sur la supposition que les vitesses de désintégration et les périodes des éléments radioactifs sont demeurés constants à travers le temps. 2 suppositions très grandes sont impliquées dans toutes ces théories. Premièrement, que l'horloge a été remise à zéro au moment où l'événement a été étudié. Le seul isotope originel est initialement présent. Et deuxièmement, que le système étudié est demeuré clos, qu'il n'y a pas eu de gains ou de pertes des éléments originels. Et ce n'est pas le cas. Le déluge universel fit plus qu'un cyclone pour bouleverser toutes les suppositions de base. Quels autres systèmes déclarent que la Terre est jeune? Le champ magnétique. Le champ magnétique de la Terre diminue constamment tous les 1400 ans. Il diminue de la moitié. Le champ magnétique aurait été trop grand il y a des millions d'années. La salinité de la mer. La quantité de sel augmente constamment due à l'érosion. Les océans seraient bourrés de sel avec des milliards d'années. La quantité d'hélium dans l'atmosphère. L'uranium avec le temps se décompose en hélium. Si la Terre avait des milliards d'années, l'atmosphère en serait saturée. L'éloignement progressif de la Lune par rapport à la Terre. Les scientifiques ont découvert que la Lune s'éloigne de quelques centimètres par an de la Terre. L'érosion provoquée par les rivières. Les deltas des rivières devraient être beaucoup plus grands. Le delta du Mississippi atteindrait les côtes de l'Afrique actuellement.
Mensonge numéro 4. Le hasard a produit toute la complexité des organismes vivants. Les évolutionnistes ne voient pas l'ordre parfait de la création. Ils ne veulent pas l'admettre car pour eux, tout a été le produit du hasard et il ne peut pas avoir d'ordre dans le hasard. Toute la création est très complexe. Même les organismes appelés simples sont en réalité très complexes. La structure d'une cellule est très compliquée et elle nécessite que toutes les différentes structures soient en place pour qu'elles puissent fonctionner. Imaginez qu'un beau matin, vous trouvez en fouillant dans la poubelle le billet gagnant de la loto. Ce serait une chance, n'est-ce pas? Serait-il possible de trouver le billet gagnant de la loto tous les jours de votre vie dans une poubelle? Eh bien, pour qu'une simple amibe évolue en quelque chose d'autre, les possibilités sont encore infiniment plus petites. Pensez à la cellule. Nous sommes tous nés à partir de 2 cellules. À l'intérieur de la cellule, il y a les chromosomes qui contiennent l'ADN, notre code génétique. Toutes vos structures sont formées à partir de l'information contenue dans ces microscopiques chromosomes. La complexité de la plus simple des cellules connues est si grande qu'il est impossible d'accepter qu'un tel objet puisse être le résultat d'un accident. Il ne pourrait être autre chose qu'un miracle. Puisque selon cette théorie, des formes transitoires innombrables ont dû exister, pourquoi ne les trouvons-nous pas? Le nombre de liens intermédiaires entre toutes les espèces vivantes et celles qui sont éteintes a dû être incroyablement grand. Si Darwin vivait aujourd'hui, il serait obligé de réviser sa théorie. Il s'attendait qu'avec le temps, les hommes découvrent des milliers de fossiles intermédiaires, mais jusqu'à présent, rien. Tout concept avancé par la théorie de l'évolution est imaginaire, car il n'est pas soutenu par les faits scientifiques de la microbiologie. Les fossiles ou les concepts de probabilité mathématique. Darwin s'est trompé. La théorie de l'évolution est peut-être la plus grande erreur commise par la science. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. Mensonge numéro 5. La matière non vivante produit la vie. Par des processus hasardeux et beaucoup de temps, quelques éléments terrestres devinrent des organismes vivants. C'est ce que l'on appelle la génération spontanée. Pendant le Moyen-Âge, les gens croyaient que les rats et les mouches provenaient des ordures et les souris des grains stockés. Ce ne fut qu'en 1668 que l'Italien Francesco Redi décida de tester ces croyances populaires et bien sûr il découvrit qu'elles étaient fausses. Au milieu du XIXe siècle, Louis Pasteur confirma cette expérience avec la découverte des germes. Une nouvelle loi scientifique fit jour. Elle s'appelle la biogenèse. Bio, vie, genèse, origine. Elle est devenue une des lois scientifiques la plus universelle. La vie provient de la vie. Donc la théorie de la génération spontanée fut mise de côté. Pourtant, les évolutionnistes reviennent maintenant avec cette même théorie qui a déjà été mise de côté par la science il y a plus d'un siècle. On ose publier des livres de textes avec des mensonges et des erreurs flagrants, comme celui qui dit que la vie a été produite dans un laboratoire par les expériences de Stanley Miller. La seule chose que Stanley Miller obtint de ces expériences, ce furent 4 types d'acides aminés, et parmi eux, 2 n'étaient pas bons. Ils étaient fabriqués à l'envers, donc ils auraient anéanti toute forme de vie possible. Rappelez-vous qu'il faut 20 types d'acides aminés pour former une protéine, et une protéine, ce n'est pas la vie. Nous devons admirer la magnitude de cette tâche, admettre que la génération spontanée d'un organisme vivant est impossible. Et pourtant, nous sommes là, le fruit, je crois, de la génération spontanée. Quelle absurdité de la part d'un scientifique! Et tout cela parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un créateur. Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes.
Mensonge numéro 6. Des formes simples de vie se développent en formes plus complexes avec le temps. Il n'y a pas de forme de vie simple. Tout est très complexe, même une bactérie. On nous fait croire que les mutations et la sélection naturelle sont les auteurs de ces processus. Qu'est-ce qu'une mutation? C'est un changement erroné dans le code génétique, une perte d'informations. La plupart des mutations sont neutres, c'est-à-dire elles ne produisent rien de nouveau. Les mutations nuisibles sont rares et les mutations bénéfiques n'existent pas. Essayer d'améliorer un organisme par les mutations, c'est comme essayer d'améliorer une montre suisse en la jetant par terre et en pliant ses engrenages. Améliorer la vie par les mutations hasardeuses a une probabilité égale à 0. Que dire de la sélection naturelle? Dans le livre de biologie, on nous dit qu'elle est responsable de l'évolution. Elle n'est rien d'autre que la manière naturelle que Dieu a prévue pour que les individus les plus forts d'une espèce se perpétuent. Autrement, les espèces s'affaibliraient rapidement. La sélection naturelle opère dans le sens contraire des mutations, c'est-à-dire elle les élimine car elles sont nuisibles pour l'espèce. L'arbre de l'évolution qui illustre nos livres de textes a des données seulement au bout des branches. Le reste, ce sont des conclusions, peut-être raisonnables, mais pas l'évidence des fossiles. Donc, le fameux arbre qui illustre nos livres de textes d'école, c'est de la pure spéculation. Et pour prouver toute chose, retenez ce qui est bon. Comme conséquence du mensonge numéro 6, on nous fait croire à notre mensonge. Le mensonge numéro 7. L'homme a évolué à partir du singe. Selon les évolutionnistes, l'homme a évolué à partir des hommes des cavernes de la préhistoire. Ceux-ci ont évolué à partir d'autres espèces, moitié singe, moitié homme, pendant de longues périodes de temps. Il y a 10 millions d'années, un singe versatile engendra 2 lignées distinctes de créatures, les singes de la forêt et les hommes des cavernes, tels que les australopithèques. Une des nombreuses branches de l'australopithèque survécut pour devenir de vrais hommes, comme l'homme de Pékin, probablement ancêtre des orientaux modernes. Comment les gens sont-ils amenés à croire à un tel mensonge? Les artistes ont bien dessiné des chartes que l'on trouve partout dans les livres, dans les musées, dans les expositions. Dans ces chartes, on voit l'évolution d'un singe vers l'homme, mais ce n'est que le fruit de l'imagination d'un artiste payé pour faire croire aux gens ces mensonges. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Analysons cette fameuse charte qui est publiée dans tous les livres d'histoire de nos enfants. Il y a 8 personnages. Celui de l'extrême gauche est un singe et celui de l'extrême droite est un homme. Entre les 8 personnages, l'artiste a dessiné des formes intermédiaires entre eux pour faire croire qu'il y a eu une évolution. Il se redresse au fur et à mesure, donnant l'impression que le singe prend une position verticale plus accentuée avec le temps. La première créature qui apparaît à gauche est appelée l'ancêtre commun. On croit que cette créature était un animal de la forêt, ancêtre commun de l'homme et du singe. Aucune trace de telle créature n'a été trouvée. Comment l'artiste a pu peindre quelque chose qu'il n'a jamais vu? C'est une pure invention dont nous pouvons honnêtement l'éliminer de la charte. Le deuxième s'appelle Ramapithèque. Savez-vous que c'est à partir des 2 cm de mâchoire trouvés en Inde que l'artiste a reconstitué ces spécimens? L'artiste a su mettre la couleur des cheveux, la forme des bras, sa position, la forme de sa tête, tout cela à partir des 2 cm de mâchoire. Incroyable! Une réinterprétation de cette mâchoire suggère que le Ramapithèque n'était pas l'ancêtre ni des hommes ni des singes. On pense que cette créature n'a pas eu de descendants. Donc, selon ce que les évolutionnistes eux-mêmes dans cette revue reconnaissent, nous devons aussi éliminer celui-là de la charte. Le troisième s'appelle Australopithèque. On se demande comment on a pu inclure un crâne qui est parfaitement propre aux singes dans la liste des créatures évoluant vers l'homme. La raison est simple. Ils ont trouvé des supposés outils près du crâne, des petits bouts de pierre de quelques centimètres. Donc ils ont supposé
que le singe les utilisait. C'est intéressant de noter que Richard Leakey, le fils de Louis Leakey qui avait trouvé ce crâne en Tanzanie, a enlevé lui-même l'Australopithèque de la charte. Donc si lui l'a fait, nous pouvons aussi l'éliminer. Le quatrième s'appelle Homo habilis. La découverte de ce crâne par Louis Leakey les déconcerta. Ou bien nous rejetons ce crâne ou nous rejetons nos théories sur le premier homme. Cela laisse en ruine la notion que les fossiles peuvent être arrangés dans une séquence ordonnée évolutive. Le crâne avait été trouvé dans des couches supposées être aussi anciennes que ses prédécesseurs. Puisque ce crâne est entièrement humain, pourquoi faut-il l'inclure dans la charte d'une supposée évolution? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire une petite révision à cette fameuse charte, où il y a déjà 4 personnages éliminés? Le cinquième s'appelle Homo erectus. Pour celui-là, 2 exemples en sont utilisés, l'homme de Java et l'homme de Pékin. Eugène Dubois, le jeune aventurier qui découvrit les ossements de l'homme de Java, reconnut à la fin de sa vie que les os qu'il avait trouvés appartenaient simplement à un gibbon géant. Pourtant, la charte n'a pas été modifiée. L'homme de Pékin n'a pas une meilleure histoire. Ce sont des os trouvés dans des grottes près de Pékin. Des centaines d'os de toutes sortes d'animaux se trouvaient ensemble dans la grotte. Les chasseurs chassaient toutes sortes d'animaux, parfois des singes, et venaient les manger dans la grotte. Pour accéder à la cervelle, ils brisaient les crânes, ils mangeaient la viande et après ils laissaient les ossements sur place. Ce sont tous ces os qui ont été trouvés dans la grotte près de Pékin. Les crânes des Homo erectus qui ont été trouvés plus tard sont entièrement humains, donc pourquoi les inclure dans la charte? Le 6e est l'homme de Néandertal et le 7e l'homme de Cro-Magnon. Comme leur nom indique, ce sont des crânes entièrement humains. Les artistes ont su les habiller pour qu'ils ressemblent à des créatures intermédiaires, mais il n'en est rien. Les squelettes courbés étaient le résultat de l'âge et de l'arthrite. Les hommes des cavernes ne sont pas nos ancêtres. Il y a toujours eu des gens qui ont habité dans les cavernes temporairement. On nous a fait croire que nous descendons d'eux, quand en réalité ils étaient humains à part entière. Donc le 8e, le seul qui reste, c'est l'Homo sapiens, l'homme actuel, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe avec notre charte fameuse? On dirait qu'il faut de la réviser un peu, ou au moins la mettre à jour, n'est-ce pas? Eh bien, les livres des textes continuent à montrer cette charte comme si c'était un fait prouvé. Après toute une vie de recherche sur le sujet, l'anatomiste anglais Lord Zuckerman, pourtant évolutionniste, déclara que si l'homme avait évolué à partir du singe, il n'y a pas une seule trace d'évidence dans le registre fossile. Les scientifiques admettent que leurs plus chères théories sont basées sur quelques fragments de fossiles embarrassants et qu'une grande lacune existe dans le registre fossile. Parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Le rôle des médias. Plusieurs magazines, chaînes de télévision et éditeurs de renommée internationale sont derrière cette idée de l'évolution et ils la soutiennent avec des gros moyens. Les gouvernements se sont laissés convaincre par ces soi-disant scientifiques, mais en réalité ce sont des charlatans. Donc aujourd'hui, nous avons cette idée promue dans toutes les écoles et les universités du monde, dans tous les programmes télévisés, dans tous les films, alors que tout a été monté sur une philosophie athée. Adolf Hitler disait « Laissez-moi contrôler les livres des textes et je contrôlerai l'État ». L'éducation est un allié puissant de l'humanisme. Que peut faire un croyant qui enseigne pendant 1 heure chaque dimanche pour contrecarrer la vague d'un programme hebdomadaire de 5 jours d'enseignement humaniste? Au début de la création, le grand trompeur se débrouilla pour amener nos premiers parents à désobéir à Dieu. Il continue à faire la même chose aujourd'hui. Une de ses plus subtiles tromperies, c'est de faire croire que l'homme évolue et s'améliore avec le reste du monde naturel. Quand un homme est influencé par une telle idée, il perd sa dignité, il devient égoïste et centré sur ses acquisitions personnelles. Il n'a plus de moralité et il cherche à combler ses passions animales.
aucun animal ne peut se comporter d'une manière aussi perverse et cruelle qu'un homme sans Dieu. L'histoire de Ota Benga. Le résultat tragique de la pensée évolutionniste est illustré dans l'histoire de Ota Benga. Le livre de Darwin, L'origine de l'homme, incita quelques intellectuels antichrétiens à chercher des fossiles qui prouveraient que l'homme descendait des singes. Certains disaient qu'il y avait encore des hommes vivants dans la planète qui étaient mi-homme, mi-singe. De telles croyances conduisirent à l'extermination des aborigènes de l'Australie et à la triste histoire de Ota Benga, un pygmée du Congo. Un évolutionniste captura Ota Benga en 1904 au Congo. Dans sa propre langue, son nom voulait dire « ami ». Il avait une épouse et 2 enfants. On l'enchaîna et on le mit dans une cage comme un animal et il fut transporté à Saint Louis, aux États-Unis, pour être exhibé lors d'une exposition qui eut lieu où les évolutionnistes le montrèrent comme étant l'exemplaire le plus proche de l'homme moderne dans son évolution. 2 années plus tard, ils l'amenèrent au zoo de New York et il était exposé au public ensemble avec les gorilles et les singes, comme un des ancêtres de l'homme. Le directeur du zoo était fier d'avoir un tel spécimen dans son établissement. Démoralisé et découragé par le traitement dont il était victime, Ota Benga, à la fin, se suicida. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par des vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Nous sommes tous victimes de la plus grande supercherie de l'histoire. Les hommes, dans leur désir de se débarrasser de Dieu, sont prêts à des choses incroyables. Des fortunes sont dépensées annuellement pour trouver des preuves à l'appui du mythe évolutionniste. L'évolution n'est pas prouvée et elle ne peut pas l'être. Nous y croyons simplement parce que la seule alternative est une création spéciale et ceci est impensable. Je suis personnellement convaincu que la théorie de l'évolution, et spécialement au point où elle est appliquée, sera l'une des plus grandes farces dans les livres d'histoire du futur. Notre postérité s'étonnera de voir qu'une hypothèse aussi douteuse et aussi frivole ait pu être acceptée avec une telle incroyable crédulité. Les scientifiques qui s'appliquent à enseigner que l'évolution est un fait de vie, ce sont des grands escrocs, et l'histoire qu'ils racontent est le plus grand mythe jamais raconté. En expliquant l'évolution, nous n'avons pas une seule iota de vérité. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. N'ayez pas peur d'affirmer vos convictions personnelles et de mettre toute idée au test. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Plus vous mettrez à l'épreuve la parole de Dieu, plus vous serez convaincus des paroles de Salomon, qui disait « Toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Méditez sur la beauté et les merveilles de la création et vous serez à même de choisir entre la philosophie des hommes ou celle de Dieu.